Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de ma scolarité, donc revenir un peu sur mon parcours scolaire, vous expliquer comment j'ai été déscolarisée, les difficultés que j'ai rencontrées, le harcèlement scolaire, la phobie scolaire. Alors tout ça, ça commence un peu à faire longtemps maintenant, mais c'est dingue à quel point le temps est passé vite. J'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps que ça. Du coup, c'est assez difficile de revenir sur ces choses-là. Mais bon, je vais pas me laisser abattre. J'avais vraiment envie d'en parler. J'ai fait une petite fiche pour me remémorer tout, pour essayer de ne rien oublier. Mais bon, il y aura forcément énormément de choses que je ne vais pas pouvoir dire parce que avec le temps, j'ai forcément oublié beaucoup de choses, même si c'est essentiel. Petite parenthèse, cette vidéo risque d'être vraiment très très longue et en fait, j'ai pas le choix. Il y a tellement beaucoup de choses à raconter. Et si vous voulez vraiment comprendre et que vous êtes curieux d'en savoir davantage, je vous invite à regarder vraiment tout du début à la fin, voilà. On va déjà commencer par l'ordre chronologique, donc la maternelle. Alors la maternelle, c'est pas vraiment nécessaire que je perde du temps là-dessus parce que bon, il n'y a pas vraiment de grands souvenirs dans la maternelle, je pense pas que ce soit vraiment une partie importante. Bon, ensuite on passe à la primaire. En fait, j'étais tout le temps le sujet de moquerie des autres élèves. Il y avait toujours une bande de filles qui étaient toujours à se moquer de moi. Ça m'est jamais venu à l'esprit de dire là c'est pas bien ce qu'elles font, faut que j'en parle à quelqu'un. Absolument pas, je vivais ça comme si c'était quelque chose de normal, j'avais tellement l'habitude. Et à force qu'il y ait toujours ces pestes qui soient là à me faire des remarques, à se moquer de moi, voilà, en fait j'avais l'impression constamment que la faute elle venait de moi, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi et que en fait c'était normal qu'on se moque de moi et que je devais toujours m'attendre à ce qu'on se moque de moi. Déjà dans le rang, absolument personne ne voulait se ranger avec moi, j'étais toujours la fille qui était derrière rangée avec personne. Ensuite il y a une fois encore j'étais toute derrière dans le rang. Puis il y a les petites pestes là, en fait elle parlait de moi mais sans me parler directement. Elle était en train de dire nous de toute façon on ne parle pas aux filles qui portent des chouchous de telle couleur, en décrivant à peu près tout ce que je porte. En gros elle parlait derrière mon dos en disant que les filles comme moi qui sont habillées de telle manière, qui sont comme ça, qui ont telle coupe de cheveux, on leur parle pas. C'était des gamines tout simplement qui se moquent telles des gamines et voilà. Ces filles des fois il m'arrive de les croiser dans la rue et toujours avec leurs airs hautaines. Un jour j'étais dans la cour, il y avait des filles, elles crachaient devant moi, genre absolument sans aucune raison. J'étais assise sur un banc et elles sont en face, elles font je sais pas, elles ont sorti des mots, je ne sais même plus ce que c'était, mais c'était en rapport avec moi, genre en fait c'était pour dire une phrase, pour dire que je l'ai dégoûté, un truc comme ça, mais sans vraiment dire que c'était moi. Il faut savoir une chose vraiment très importante, je suis le genre de personne qui ne va pas aller se défendre, genre qu'on m'insulte, on va me critiquer, on va me frapper, je vais pas aller prendre ma défense, je vais me laisser faire, je vais encaisser, je vais endurer, je vais subir et voilà. Et en fait c'est ça, le fait qu'on me voyait seule, vulnérable, fragile, c'était plus facile pour eux de me faire du mal et j'étais une cible et ils s'amusaient quoi. C'est ça qui est tellement cruel avec l'être humain et en plus chez des enfants, parce que je rappelle que j'étais en primaire, c'est dingue que des petits enfants enfin on dit que les enfants c'est innocent, mais si vous voyez les paroles, les actes qu'avaient ces enfants, mais c'est dingue. Pourquoi vouloir toujours faire du mal à une autre personne? De pire c'est que je faisais rien, j'étais pas du tout la fille qui était méchante, qui cherchait des histoires, absolument pas. J'étais la fille qui était muette, qui ne parlait pas, qui ne se défendait pas, qui était toujours dans son coin. Il y a même une fois par exemple, là je m'en souviens, il y a des souvenirs qui reviennent, il y a une fois il y a une fille qui est partie me dire ouais un jour tu m'as volé ça, un jour tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, et elle a commencé à me faire peur et comme quoi ils allaient porter plainte à la police alors que j'avais absolument rien fait et j'étais en pleurs, j'arrive même plus à parler tellement que je pleurais, vous voyez qu'on bégaye, qu'on pleure, j'étais comme ça et genre la prof elle est venue vers moi, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe et je lui ai dit voilà c'est après en disant le nom de la fille qui m'a dit qu'elle allait porter plainte alors que je lui ai rien fait et puis ensuite elle est partie lui parler à la fille et après le lendemain la mère et la fille sont venues s'excuser en disant que ce n'était qu'une blague et qu'ils s'amusaient. Alors là c'est un des trucs que j'ai absolument rien compris, on m'en a fait des trucs mais là parce qu'il y avait une mère qui était impliquée avec sa fille à me dire des conneries pareilles. Ensuite mais par contre il y avait vraiment pas que les élèves qui étaient méchants, il y avait aussi des profs. Je me souviens une fois quand j'étais en CE2, la prof nous avait placés dans la classe, elle nous avait chacun prédéfini des places et du coup moi j'étais à une place qui était tout au fond de la classe. Et j'avais toujours l'habitude d'être au premier rang. Du coup, au fond de la classe, je ne vois strictement rien au tableau. À l'époque, on pensait que j'étais myope, j'avais des lunettes. Mais en réalité, ce n'est pas de la myopie, c'est une maladie beaucoup plus grave que de la myopie. Ma vue est tellement mauvaise que même des lunettes, des lentilles, ça ne fait rien. Là, j'ai besoin d'opération, bref. Et du coup, ma mère, elle me demandait tout le temps, Yamina, t'es assise à quelle place? Et un jour, je lui ai dit, voilà, je suis assise derrière. Et là, ma mère, elle est partie dire à mon père, il faudrait que tu demandes à la prof de mettre Yamina devant, parce que voilà, elle voit pas bien. Mon père est venu me récupérer, et en même temps, il est parti parler à la prof. Il a dit, madame, voilà, ma fille a des problèmes de vue, et ce serait mieux de la placer devant, parce qu'elle voit pas du tout le tableau. Puis je sais plus ce qu'elle a répondu à mon père. En tout cas, le lendemain, en classe, c'était horrible. Devant tous les élèves,
elle a fait un scandale, elle s'est énervée, elle a commencé à me crier dessus. Donc juste imaginez-vous dans la scène dans laquelle j'étais. Au milieu de la classe, au lieu de commencer le cours, elle se met à crier sur moi devant tout le monde. Elle a commencé à dire « Non mais j'hallucine, ton père il vient me voir en me disant de te mettre devant. Non mais t'as cru quoi? Il n'y a pas que toi qui as des problèmes de vue, il y a plein d'élèves qui ont des lunettes. Pourquoi est-ce que toi je te mettrais devant? Eh ben tu sais quoi, tu vas rester au fond de la classe. » Et vraiment je vous assure qu'après pour les cours c'est difficile de voir. Je devais à chaque fois voir sur la copie d'à côté pour copier ce qu'il y a écrit au tableau. Arrivée en CM1, j'avais une prof. Un jour elle est venue et elle m'a dit « Excuse-moi, ton père, est-ce qu'il parle français ?» Je lui ai dit « Oui, mon père il parle couramment le français. » Et du coup elle m'a dit « Ok, je voudrais bien voir ton père. » Et puis ensuite elle lui sort oui bon faut faire redoubler Yamina. Ça m'étonne pas qu'elle m'ait demandé le redoublement, là c'était totalement ma faute. Mais franchement ce redoublement on va dire il a un peu amélioré ma vie. Déjà j'étais plus avec les pestes, les harceleuses et tout, j'étais plus avec ce genre de personnes là. Arrivée à cette deuxième classe de CM1 que j'étais en train de refaire, là j'avais un travail hyper sérieux, j'avais appris à apprendre à faire mes exercices. Franchement niveau scolaire ce redoublement a été vraiment très bénéfique pour moi. Du coup oui j'ai une année de retard et je me retrouvais donc avec des 2000 en classe. Cette année de redoublement de CM1, j'ai rencontré une fille avec qui j'ai lié un certain lien d'amitié. On était tout le temps toutes les deux, on subissait un peu la même chose ensemble. Ensuite, arrivée en CM2, je n'avais plus contact avec la fille, donc ma seule amie que j'avais en CM1. Mais cette fois, il y avait deux filles qui sont devenues mes amies. Enfin, on peut pas appeler ça des amies, je vais vous expliquer pourquoi. Ces deux filles se sont permises de vouloir être mes amies pour me faire du mal. Elles étaient tout le temps en train de se moquer de moi, elles me rabaissaient, des fois elles m'incitaient à faire des trucs pas bien et moi je voulais jamais les suivre. Des fois elles faisaient des bêtises mais comme on était toujours toutes les trois ensemble, en fait elles m'incluaient dans leurs bêtises alors que je n'en avais même pas fait partie, donc je me retrouvais à être punie alors que j'avais rien fait. Et un jour il y a une des deux filles qui s'est jetée sur moi, qui a voulu me casser mes lunettes et qui s'est mise à me griffer de partout. Pour une fois, je suis allée voir la prof pour lui dire. Je vous rappelle qu'on était que moi avec les deux autres filles et c'était une des filles qui m'avait frappée et moi j'étais allée la dire au prof avec l'autre fille qui m'avait pas frappée. Et en fait la prof elle a dit: c'est votre faute, c'est de ta faute Yamina, pourquoi tu restes avec cette fille? Si vous voulez être amie avec elle, vous voulez rester avec elle, et bah si elle vous frappe, assumez les conséquences, tant pis pour vous. Et toutes ces choses là, en fait, ma famille, mes parents ne le savaient pas. Je le cachais extrêmement bien d'ailleurs. Je sais pas en fait pourquoi quand on est enfant, on cherche tout le temps à cacher les choses, comme si on faisait une bêtise et qu'il fallait pas qu'il la découvre, alors qu'en faisant ça, on fait que cacher les bêtises des gens qui font des bêtises en fait. Pour finir avec cette année scolaire de CM2, un jour ces deux filles-là m'ont fait un truc que je n'oublierai jamais. C'était pendant le temps de pause et en fait il faisait chaud, alors on avait l'habitude de poser nos manteaux sur un sorte de mur à côté d'un gymnase. Et donc je m'amusais avec elles et tout, et puis à un moment elles m'ont laissé, elles n'étaient pas avec moi. Là c'était l'heure de retourner en cours, alors je suis allée prendre mon manteau. Et en prenant mon manteau, du coup les deux filles elles étaient là et elles étaient en face de moi, elles m'ont dit vas-y mets ton manteau. Du coup j'ai mis mon manteau, puis ensuite elle me dit mets ta capuche, mets ta capuche. Et elles insistaient énormément sur le fait que je devais mettre ma capuche. Et du coup là je me suis dit c'est vraiment bizarre qu'elle me dise ça, alors je n'ai pas mis ma capuche. J'ai regardé ce qu'il y avait dans ma capuche et devinez ce que j'ai trouvé. Donc de la terre, c'était de la terre à peu près comme de la boue et tout ça, avec une peau de banane pourrie. Du coup la prof, mon manteau il était accroché dans le porte-manteau et en fait elle allait le voir et elle a vu qu'il était plein de terre et tout. Et je lui ai dit voilà ce qu'elles m'ont fait, elles m'ont mis de la boue dans ma capuche. Elle les a punies. C'était la première fois que des élèves se faisaient punir parce qu'ils m'avaient fait du mal. Et franchement, leurs punitions ont été vraiment très dures. Alors déjà, il y avait une des deux filles qui devait fêter son anniversaire, car comme vous savez, en primaire, on fête les anniversaires. Et du coup, elle lui a annulé son anniversaire. C'est aussi celle qui m'avait griffé la dernière fois. En fait, on devait aller à une sortie scolaire. C'était dans un parc, dans une sorte de forêt, bref un parc qui était vraiment très éloigné, où il y avait de l'acrobranche, des jeux, du trampoline, bref c'était vraiment super. Ces deux filles n'ont pas eu le droit d'aller à cette sortie. Du coup cette journée-là que j'ai passée sans elles était vraiment super. En fait là c'est une preuve que ceux qui vous font du mal peuvent être punis. Je savais pas franchement que on pouvait punir des élèves parce que ils me font du mal, et je me sentais un peu coupable du fait que voilà, elle devait rester à l'école et travailler, mais
en même temps elle le mérite, enfin je sais pas. Et franchement j'aurais dû raisonner de cette façon parce que si j'aurais dénoncé à chaque fois les élèves qui m'auraient fait du mal depuis le début de mes années scolaires en primaire et tout ça, peut-être qu'ils se seraient pas encore plus acharnés sur moi. Genre dès que ça a commencé, j'aurais dénoncé par exemple le groupe de petites pestes qui m'auraient fait du mal, peut-être qu'elles auraient arrêté et tout ça. Parce que sachant que les filles, là, les 2 filles qui ont été punies de sortie après m'avoir fait du mal, elles se sont énormément excusées auprès de moi, elles m'ont pas grondé parce que la première chose qu'on imagine quand on va dénoncer quelqu'un qui nous fait du mal, c'est que cette personne va se venger et va nous faire encore plus de mal. Et là, la seule fois où du coup j'ai dénoncé quelqu'un parce qu'il m'avait fait du mal, elles ne se sont pas vengées, elles ont vraiment été désolées, elles se sont rendues compte à quel point tout ce qu'elles m'avaient fait était vraiment horrible. Et même que après cette année de CM2, je les ai plus jamais revues, on n'a absolument pas gardé contact et elles ont même pleuré parce qu'on allait se séparer. Bref, il s'est passé absolument beaucoup de choses en primaire. Ayant grandi, en ayant subi tout ça en primaire, là où on est censé apprendre le savoir-vivre et en fait c'est là où c'était tout le contraire. J'ai grandi en ayant l'impression que j'étais un problème, en étant rejetée, en étant l'exclu. Et du coup, ça reste ancré dans une mentalité. Et je pense que c'est de là aussi que vient le fait que je suis pas sociable et que j'ai peur des gens et que je n'arrive pas à m'ouvrir au monde. Depuis toute petite, depuis que je suis enfant, l'être humain m'a toujours rejeté une image négative. En grandissant, ça s'est empiré parce que en fait ça part de plusieurs classes sociales, parce que j'avais peur à un moment vraiment que des jeunes de mon âge, puis après en fait ça s'est agrandi parce qu'il y a eu des professionnels de santé qui m'ont fait du mal, des adultes de tout genre, et c'est comme ça que petit à petit, au fur et à mesure qu'on m'ait fait du mal, en fait je me suis renfermée à tout le monde et il n'y avait plus personne avec qui je me suis dit bon ça c'est différent, et non. Parce que j'ai vu que les enfants qu'on dit que c'est des gamins, comme les adultes qu'on dit qu'ils sont matures, ils peuvent tous te faire du mal. C'est ça l'être humain. Bref, comme d'habitude, je m'éloigne un peu trop des sujets. On arrive maintenant au collège. En fait, en 6e, l'établissement scolaire où j'étais proposait des classes à petit effectif. Ils ont vu que j'avais redoublé. Et donc, on m'avait proposé dans une classe de petit effectif pour que je puisse suivre et tout ça. Et du coup, mes parents, ils ont accepté et j'étais dans une classe où il n'y avait même pas 16 élèves. Et je pense que c'est vraiment super que j'ai été dans cette classe, car c'est depuis la 6e que je participais en classe. Parce que d'habitude, j'avais un très bon travail, un très bon niveau de travail à l'écrit en primaire depuis la CM1. Donc la CM1, CM2, c'était vraiment parfait, mais c'était vraiment à l'oral où j'avais du mal. J'arrivais pas à prendre la parole devant tout le monde, à lever la main, à donner des réponses. Donc ça, c'était vraiment très très dur et même impossible. Arrivé en 6e, du coup, comme j'étais dans une classe où il y avait très très peu d'élèves, et c'est là où j'ai commencé à lever la main. Et genre à chaque fois, c'était que moi tout le temps qui levait la main, qui prenait la parole et qui donnait tout le temps des bonnes réponses. Franchement, les profs, ils étaient fiers, ultra fiers de moi. En fait, la majorité des profs, ils avaient eu ma sœur. Ma sœur, avant moi, elle était dans cet établissement scolaire. Comme ma sœur, c'était une très bonne élève, en fait, ils s'attendaient à ce que moi, je sois une bonne élève. Ils voulaient jamais que je les déçoive. Du coup, ils attendaient toujours beaucoup de moi. Je me souviens, par exemple, il y avait la prof de français une fois qui a donné à apprendre au moins 5 pages d'une leçon, mais vraiment recto verso. Il y avait beaucoup à apprendre, et le jour où c'était là, elle a interrogé des gens aléatoirement et absolument personne n'a réussi à réciter la leçon. Puis ensuite elle m'a dit: Yamina, alors toi j'espère que tu vas pas me décevoir. Et puis j'étais la seule à réciter la leçon de A à Z sans aucune faute. Elle me mettait des mérites et progrès, donc je sais pas si ça marche encore comme ça, mais genre dans le carnet de liaison on a une page où genre quand les profs sont trop contents de notre travail et tout, ils nous mettent un mérite et progrès. Donc en fait c'est pour nous encourager, c'est pour nous féliciter du bon travail qu'on donne. Et franchement la 6e, je trouve que ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas de ces petits gamins qui se moquent de tout le monde, non. Enfin en soi j'ai pas vraiment de souvenir qu'on s'est moqué de moi en 6e, ça s'est assez bien passé. J'étais la première de ma classe, j'ai enchaîné les 3 félicitations à tous les trimestres. J'avais tout pour être fière de moi. Alors on arrive ensuite en 5e et là ça se complique un peu plus. J'avais retrouvé mon amie de CM1, donc celle avec qui je m'entends bien. J'étais tout le temps avec elle, j'étais toujours cachée derrière elle. J'avais tout le temps besoin qu'elle soit là. C'était une sorte de protection de l'avoir. Quand elle était pas là, j'étais genre soit cachée aux toilettes ou soit cachée au CDI, donc dans la bibliothèque, parce que voilà, j'avais peur, je pouvais pas rester exposée aux autres élèves, exposée au monde. Fallait toujours que je sois cachée derrière quelque chose, je n'osais pas me montrer et tout. Je me souviens par exemple un jour, elle n'était pas là et je suis allée me cacher aux toilettes, donc je faisais rien du tout, j'étais juste comme ça, j'attendais que la récré elle passe, et puis là au-dessus des toilettes, donc en fait les toilettes, on a une porte et en fait au-dessus vous voyez il y a un trou genre
c'est pas des toilettes genre qui sont ancrées dans le mur. Et du coup il y a des filles qui sont venues et qui ont mis leur portable au-dessus de mes toilettes. Et là, elles ont commencé, je sais pas, peut-être à prendre des photos, une vidéo, je sais même pas ce qu'elles ont fait. Puis quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite mis ma capuche, je me suis cachée, j'ai ouvert la porte et je suis partie en pleurant. Et puis là, les filles, elles sont en train de se moquer de moi, elles se foutaient de ma gueule et je sais même pas qui c'était d'ailleurs, j'ai même pas fait attention. Et le pire, c'est qu'il y avait une fille à ce moment-là qui était dans ma classe qui a vu toute la scène et qui a fait, alors elle m'a vu partir comme ça. Je me souviens juste de son visage qui me dévisageait en fait. J'étais dans une classe où il y avait que des racailles, donc ils étaient tout le temps là à se moquer de moi. Je me souviens un jour, il y avait une fille qui était tout le temps assise à côté de moi et qui se mettait à me mordre, à me dire des méchancetés, bon, c'était tellement chiant tout ça. Je rappelle que là en 5e, j'étais toujours la première de ma classe, j'étais toujours une excellente élève, l'intello de la classe, assise tout devant. Les profs, ils aimaient trop faire ça, ils mettaient tout le temps les perturbateurs assis à côté de moi. Ils disaient, ah bah Yamina, comme c'est une élève exemplaire, tu veux t'asseoir à côté d'Yamina. Je savais bien que moi, je suis pas le genre de personne qui va répondre. Je suis le genre de personne voilà, qui est concentrée sur son travail, donc je m'en foutais, je l'ai laissé parler. Je vous vois venir, je suis sûre que vous devez vous dire, ouais, mais c'est une intello, c'est normal qu'il a détesté. Je suis sûre que c'est le genre de personne à cafeter, à dire, madame, vous avez pas rendu les DM. Absolument pas, absolument pas. J'étais pas le genre de personne à cafeter, et franchement, il y avait des choses à cafeter. J'étais concentrée que sur moi-même, que sur mes problèmes. Je me cassais pas la tête à aller chez les problèmes des gens. J'allais pas me casser la tête à m'embrouiller, à me mettre encore plus de problèmes en me mêlant aux autres. Et en plus, pendant toutes mes années au collège, je n'avais pas de portable, je m'en foutais de tout ce qui était internet, j'étais vraiment à fond sur mes études et sur ma passion qui était l'art. Donc je dessinais énormément et franchement, les profs d'art plastique que j'ai eu, pendant tous les profs que j'ai eu au collège, ils étaient tout le temps très très fiers de moi et à chaque fois on m'attribuait des 20, des 19, des 18, bref c'était tout le temps très très bien. Et en plus l'art plastique c'est pas que dessiner parce qu'ils veulent que tu passes un message et qu'il y a certaines choses, et moi j'arrivais à faire tout ça. Et je me souviens il y a une prof un jour qui a pris son temps après le cours et qui m'a dit, est-ce que tu as déjà envisagé à travailler dans le dessin? Franchement je voulais vraiment faire mon avenir, l'art c'était vraiment tout pour moi, le dessin, je passais mon temps à dessiner. J'ai trouvé ici quelques travaux pratiques que j'ai fait. Bon, c'est pas les meilleurs, c'est parce que là il y avait un thème, vous savez on a tous un thème de ce qu'on doit dessiner et tout ça, alors j'en ai pris quelques-uns. Bon, là je sais plus, il fallait dessiner une chambre, donc j'ai dessiné ça. Bon, j'étais à fond sur le Japon et en plus, ouais, je sais pas si ça fait la mise au point. Donc ça c'était en 4e, j'ai eu 20 sur 20. Donc c'est quel, ça devait être, ah voilà, en 4e encore une fois. Donc là j'ai eu, elle est où la note? 19,5 sur 20. C'est encore un travail que j'ai fait en 4e. Donc là quand j'ai commencé l'automutilation et tout ça, c'est vrai que je m'étais un peu éloignée du sujet parce que je voulais juste exprimer ma souffrance intérieure et du coup j'ai fait ce dessin. C'est assez sombre parce que en fait j'ai utilisé mon vrai sang parmi les couleurs rouges. Par exemple là et là j'ai mis mon sang, mais une fois que ça a séché ça fait une couleur assez foncée marron et ça puait. Alors j'ai recouvert ce truc de parfum et de feutre pour cacher au max, mais franchement il y avait des parties où on voyait bien que c'était du sang. Ça devait alerter un peu la prof. Ça se voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas quand même. Au moment où je l'ai donné à la prof, j'avais peur qu'elle remarque que j'avais fait ça avec du sang et tout. Elle s'est pas dit, là il y a quelque chose qui va pas, faudrait que je lui en parle, faudrait que... Autre dessin que j'ai fait en art plastique. Et cette fois, là j'avais eu 19. Un jour j'ai carrément fait une maquette de ma chambre, donc j'ai vraiment fait tout en 3D, en 3 dimensions, mais en fait malheureusement c'était une toute petite maquette et un jour je l'ai mis dans mon tiroir, elle s'est tout écrasée, mais j'avais bien mis les rideaux, la télé qui ressortait en 3D, mon lit, c'était vraiment trop trop beau. La prof elle a vu ça, elle m'a mis direct un 20. Bref, tiens, là par exemple j'ai un autre travail que j'ai fait en anglais, donc là j'ai eu 20 sur 20, attendez. Voilà, il fallait créer une sorte de conte et la prof elle avait adoré ce que j'avais fait. Mes matières préférées c'était l'anglais et l'art plastique, j'étais ultra forte dessus. J'adorais l'anglais, je sais même pas pourquoi. J'apprenais en dehors de ce qu'ils nous apprenaient à l'école. Désolée du contraste qui change un peu à chaque fois. Petite parenthèse pour vous dire que là les vidéos que je suis en train de vous montrer en accéléré et les quelques vidéos où je vous ai montré mes dessins, ça provient en fait d'une première vidéo que j'avais filmée pour traiter de ce sujet de l'école. Donc j'avais filmé pendant des heures et des heures, puis après quand j'ai eu mon problème avec mon téléphone qui ne fonctionnait plus, ça n'a rien sauvegardé et à part ces petits bouts là que je suis en train de vous montrer, alors j'ai dû recommencer de tout filmer de A à Z. Et c'est pour ça que c'était davantage compliqué de, encore une fois, revenir sur ce sujet alors que je l'avais clôturé. Et ça m'a fait la même chose du coup avec beaucoup de vidéos que j'étais censée sortir et qui n'ont pas été sauvegardées.
Moi et la fille qui restait tout le temps avec moi, elle aussi c'était une très très bonne élève. Et un jour en fait, on avait eu une très très bonne note dans un contrôle d'histoire qui était vraiment très compliqué. On était les 2 meilleures notes de la classe. Après ce cours-là, du coup, il y a une bande de filles qui vient nous voir. Donc c'est des filles qui étaient dans ma classe et elles nous disent vous avez eu combien? Et puis là on dit nos notes. Et elle a dit ah bah c'est dommage nous on a eu. Et elles disent leurs notes qu'ils étaient inférieures. Et puis là elles se mettent à nous cracher dans le visage. Donc moi je me souviens encore que j'ai reçu tout le crachat sur mon visage. C'était horrible. Et là, elles se moquaient, elles sont parties en rigolant. Et en plus, je me souviens encore de la fille, donc elle était avec d'autres filles, mais celle qui m'a craché au visage. Elle était tellement toute mignonne, elle était avec des beaux cheveux blonds. Et c'est juste pour vous dire comme quoi faut pas se fier aux apparences. Parce qu'il y en a, tu peux te dire, oh mais celle-là, elle est magnifique. Non, c'est pas parce qu'une personne est beau, mignonne, belle et tout, qu'elle est pas méchante. Là, je viens de me souvenir d'un truc que je vais vous raconter qui m'est arrivé donc en 4e ou en 3e. Alors j'étais dans la cour de récréation, j'étais avec mon amie et là il y a une fille qui vient, elle est morte de rire et elle me donne une grosse gifle, sans absolument aucune raison. Je rappelle que j'avais des lunettes, mes lunettes elles s'envolent de mon visage et elles tombent par terre. Et puis là mon amie elle a pris ma défense et elle a voulu la gifler aussi mais bon. Après ça c'est... voilà, il s'est rien passé après. Bref, pour finir avec cette année de 5e, j'ai été comme d'habitude la première de ma classe sur les 3 trimestres, la meilleure moyenne, au-dessus de 16. Vraiment la seule matière où j'avais limite la moyenne, où j'étais vraiment nulle, c'était le sport. Tout ce qui est sportif, c'est tellement pas mon truc. En 5e, j'ai encore une fois enchaîné les 3 félicitations. Bref, on passe maintenant à la 4e. La 4e, c'est là où tout a commencé à basculer. Cette année-là, il y avait les vomissements. Parce que lié à ma gastroparésie, donc là je me mettais à vomir beaucoup et en plus je souffrais physiquement et mentalement ça n'allait pas avec tout ce qui se passait. Ma routine c'était de vomir, me couper, être dans le mal, avoir des idées noires et là franchement en fait j'en pouvais plus, événement sur événement. Mon mal-être s'est accentué et s'est transformé en dépression. Donc là je souffrais vraiment d'une maladie mentale où j'ai été diagnostiquée 2 ans après. J'allais tout le temps avec une peur à l'école et en fait j'essayais de me trouver. Je n'aimais pas qui j'étais. Même au collège je portais toujours les vêtements que m'achetait ma mère. Du coup vous imaginez bien que j'avais pas un style... Voilà, bref, je voulais une coupe de cheveux assez différente, je voulais une coupe de cheveux avec une mèche. Je rappelle qu'à cette époque, en fait, j'avais tout le temps une queue de cheval et absolument pas de mèche. Mes cheveux naturels sont ondulés, je ressemblais absolument pas à la tête que j'ai maintenant. Voilà à quoi je ressemblais. Donc ça c'était en 2013 et je m'étais prise en photo avec des chanteuses japonaises, donc c'était à une convention à la Paris Manga. J'ai voulu changer de cette coupe, je ne me plaisais absolument pas dans cette coupe de cheveux. Et donc ce qui s'est passé, c'est que un jour j'ai décidé d'aller chez le coiffeur. Donc c'était en décembre 2013, je venais à peine d'avoir 14 ans. Je me suis coupé les cheveux et en fait ils étaient hyper courts, ils étaient comme ça. Et vraiment, ça a une mèche qui recouvrait bien tous mes yeux. Je ressemblais vraiment à un garçon, vous voyez, les styles emo boy et tout ça. Après les vacances, c'était les vacances de Noël. Et juste après, je débarque à l'école avec une nouvelle coupe et un nouveau style vestimentaire. En fait, j'étais à fond sur les mangas et tout. Tout le monde avait un style assez commun. Et moi, en fait, je sortais un peu du lot. Tout le monde se moquait de moi pour ma coupe de cheveux. Il y en a qui me disaient Justin Bieber et tout, alors que c'était même pas une coupe au bol. Il y en a qui me disaient mais t'es une fille ou un garçon. D'ailleurs, je me souviens la première fois que les profs m'ont vu avec ça, ils m'ont dit mais je t'ai pas reconnue, je crois que c'était un garçon. Même du coup, quand je passais dans le tableau, il y avait des gens, ils parlaient derrière mon dos. Mais en fait, je trouve ça super que j'ai réussi à m'assumer parce qu'à l'époque, je m'assumais, j'avais pas honte, j'avais envie de faire cette coupe, j'ai fait cette coupe, j'avais envie de porter tel vêtement, j'ai porté tel vêtement et ça m'a valu des moqueries. Parce que je précise que dans mon collège, il y avait absolument personne qui avait le même style que moi. Quelque chose de tout bête. Maintenant, les mangas, c'est vraiment très... tout le monde connaît les mangas, c'est quelque chose de normal. Au collège, franchement, on se moquait de moi parce que j'aimais les mangas. On se moquait de moi parce que, par exemple, j'aimais la musique coréenne. On se moquait de moi pour des choses qui maintenant sont, on va dire, normales. Je veux dire, maintenant, tu vas partout, t'as au moins une personne qui aime la K-pop, t'as au moins une personne qui a un style, voilà, qui est pas commun. Tu peux avoir des punks, des ghosts, bref. Mais moi, en plus, c'était même pas un style extrêmement extravagant. C'est juste que les gens, vous voyez, ils portent tous des marques. Vous voyez, c'était genre, j'avais des pantalons avec des chaînes, des pulls à rayures, avec des têtes de mort et tout ça. Ma différence dérangeait beaucoup les autres camarades de classe. Et du coup, j'étais tout le temps la cible. En classe, j'avais des moqueries. Dans la cour, de la part d'inconnus, des gens que je ne connais absolument même pas. Et c'était même en dehors de l'école, même par exemple dans les transports. Du coup, ça attirait beaucoup le regard des autres. Et ça, c'est quelque chose que je déteste, attirer le regard sur moi. Je n'aime pas être, on va dire, le centre de l'attention. Et c'était vraiment pénible de toujours entendre derrière son dos qu'on fasse toujours des remarques sur mon style, sur ma coiffure. C'était vraiment de la méchanceté gratuite. Si ça me plaisait d'avoir un tel style, si ça me plaisait d'avoir une telle coupe, c'était mon choix. Je me sentais bien, j'essayais de me trouver, j'avais trouvé quelque chose
avec lequel je me sentais à l'aise et je me sentais moi-même. Et j'avais pas besoin qu'on me remette en question en fait. J'étais complètement perdue, du coup ça allait mal, tous les jours me couper. Je me souviens que je me coupais tellement que même en cours ça arrivait que je me coupe. Pendant la canicule je portais des manches longues et tout le monde me disait mais comment ça se fait que tu portes des manches longues alors qu'il fait hyper chaud, t'es quoi, t'es pas une humaine et machin chose. Alors qu'ils savaient pas que sous mes manches il y avait plein de sang, plein de cicatrices. Bon, ensuite on arrive à la troisième. Donc la troisième c'est pareil que la quatrième, c'était encore pire même. Surtout que la troisième il allait avoir le brevet et c'était quelque chose qui me stressait beaucoup. Je me disais faut que je me suicide avant le brevet. J'ai pas envie que ça me mette encore plus de pression. Alors qu'au final le brevet je l'ai eu avec mention bien. Donc c'était excellent, j'avais pas besoin de me stresser comme ça. Alors, je vous ai sorti ici mon rapport de stage, car comme vous savez, en troisième, on doit faire un stage d'observation qui compte pour le brevet. Je l'ai fait dans une chocolaterie, ça s'est vraiment très bien passé et tout. Du coup, voilà combien j'ai eu à mon rapport de stage, 37 sur 40. Et il y avait une prof aussi de français, donc comme quand j'étais en 6ème, qui attendait toujours que je sois parfaite. Et en fait, elle était tout le temps à s'acharner sur moi. Il suffisait que je dise une mauvaise réponse pour que elle me crie dessus devant toute la classe. Il fallait toujours que je donne des bonnes réponses, que tout soit parfait. Et franchement, cette prof m'avait mis beaucoup de pression. J'ai toujours des 16, 17, 18, bref, tout le temps une note qui va au-dessus de 16. Et il suffisait des fois que j'avais juste un 13 ou un 14 sur moi pour que la prof me hurle dessus. Bon après je trouve en soi c'est bien qu'elle m'ait fait ça parce qu'elle voulait que je préserve ce travail vraiment parfait, bref. Et de plus en plus ça allait mal, de plus en plus je pensais à en finir, je perdais du poids, j'étais en moins bonne santé. Et je me demande juste comment j'ai fait pour tenir la quatrième et ensuite la troisième en étant dans une telle condition. Donc ensuite en troisième, je me souviens qu'il y avait un jour, je mangeais à midi à la maison et ensuite je vomissais comme d'habitude, je vomissais après mes repas. Donc du coup dans le trajet entre la maison et l'école, je me mettais à vomir beaucoup parce que c'était la suite du repas. Et en fait un jour j'étais arrivée en cours d'anglais en train de tousser parce qu'en fait il y avait du vomi qui était tellement remonté qui allait jusqu'à mon nez, qui restait bloqué dans mon nez, ça me chatouillait. J'étais pas bien et là la prof d'anglais elle a commencé à se moquer de moi en me disant mais alors t'as la maladie de... Ensuite elle a cité une maladie et elle se mettait à se moquer de moi alors que là j'avais des vomissements à cette époque là, je ne savais même pas pourquoi je vomissais, j'allais tout le temps à l'hôpital, mais bon, ils s'en foutaient complètement. Ah oui, et d'ailleurs on avait même fait un concours en troisième, un concours de dessin en fait pour faire des affiches contre la peine de mort, et en fait mon dessin il avait été sélectionné parmi les gagnants, donc j'ai pu être dans un carnet, j'avais eu un diplôme et tout ça. Voilà le carnet de ce concours de dessin. Du coup je suis parmi les dessins gagnants, alors je vais vous montrer le mien. Donc voilà, ça c'est mon dessin. On travaillait du coup sur le sujet de la peine de mort et tout ça. Il y avait même un Américain qui était venu pour nous témoigner du fait en fait qu'il avait été emprisonné à tort, qu'il avait perdu des années de sa vie en prison alors qu'il avait absolument rien fait du tout. Je me souviens un jour il y avait les délégués de la classe, genre quand il y a les conseils de classe, après ils donnent les appréciations. Et genre moi elles me faisaient peur, elles m'ont dit ah mais Yamina, voilà ce qui a été dit au conseil de classe, là ça va pas ce que tu fais, du coup on t'a pas mis des félicitations et tout. Elles m'ont dit des trucs qui étaient totalement faux et j'ai dit oh mais attends c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, j'étais ultra mal. Et le jour d'après la prof elle a dit toutes les appréciations et moi c'est tout le temps la même chose. Yamina, parfait, c'est tellement parfait qu'il n'y a rien à dire, continue comme ça. Là, quel soulagement. Mais alors pourquoi ces filles m'avaient dit ça? Elles ont fait exprès en fait pour me faire du mal, pour me rabaisser. Tous les harceleurs et tous les gens du collège d'ailleurs, je les vois souvent dehors, des fois je les ai en suggestion dans les réseaux sociaux, ils en ont rien à foutre de mon existence. On passe dans la rue, ils me dévisagent avec un regard du genre pourquoi elle est encore en vie celle-là. Eux ils vont très bien, ils ont une vie, ils ont un travail, il y en a qui vont se marier, il y en a qui ont des enfants, il y en a... Et en fait eux ils sont carrément, c'est bon pour eux les trucs, peut-être que les trucs du collège et tout c'était les petits trucs qu'ils faisaient à leur temps. Mais en fait ces gens-là ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait en fait, ils se rendent pas compte de l'impact que ça a produit chez moi. Je veux dire eux voilà, et c'était de l'amusement, pour eux ça les a pas marqués, ils en ont rien à foutre. Et encore je me dis heureusement que je me suis pas suicidée. Donc le collège était fini, j'avais réussi à avoir absolument toutes les félicitations depuis la 6ème jusqu'à la 3ème à chaque trimestre. J'étais tout le temps la première de la classe. Mais maintenant on arrive au lycée, donc mes années lycée. J'ai opté pour un lycée général.
Déjà le lycée, c'était assez différent du collège parce qu'on retrouvait un peu de tous les styles. Donc là, j'étais plus la seule à avoir un style qui sort un peu du lot. Ça changeait de ce collège où il y avait, c'était tous les mêmes. Surtout de ces classes où il y avait que des perturbateurs et tout. Arrivée au lycée, j'avais qu'une seule chose en tête. Mon objectif, c'était de mettre fin à ma vie. Je n'en pouvais plus. En fait, plus j'avançais, plus c'était lourd. Je me suis dit, c'est plus possible, je veux plus continuer encore à souffrir, je veux plus avoir une autre année scolaire. Et du coup, dans mon sac, j'avais tout le temps avec moi un carnet où j'écrivais mes notes de suicide, j'avais plein de plans pour en finir, j'avais une corde pour me pendre, des lames pour me couper. Bref, c'était assez fort en fait pour une fille qui avait... j'avais quel âge à cette époque? J'avais 15 ans. Pour une fille qui avait 15 ans déjà, d'avoir préparé tout ça, pour moi c'était clair et net, j'allais en finir au lycée. C'est ce carnet que j'avais toujours dans mon sac la première année de lycée et où j'écrivais dedans ce que je vous ai cité par rapport au plan suicidaire et tout ça. Et en fait, ma mère, elle avait déchiré toutes les pages qui montraient mon mal-être. Actuellement, il y a des choses qui sont écrites dedans, mais bon, c'est assez personnel. Donc voilà à quoi je ressemblais au lycée. Bon, oui, j'avais toujours des lunettes, mais là, je les avais pas mis pour la photo. Et le lycée, ça n'avait rien à voir avec le collège. C'était plus tolérant, les gens étaient beaucoup plus ouverts d'esprit, plus matures, et c'était vraiment du chacun pour soi. Donc en gros, je recevais pas du tout de moqueries, pas d'harcèlement. Bon, il y a eu quelques petites exceptions, mais sinon, tout allait plutôt bien au lycée. Mais en fait, je me sentais déjà détruite du collège, alors j'appréhendais toujours que ça se passe mal. Mes parents, ils ont appris que je me faisais du mal et tout, puis je suis allée à l'hôpital. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore trouvé la cause de mes vomissements. J'ai été hospitalisée en urgence en psychiatrie. Ça s'est très mal passé, je vais pas revenir là-dessus parce qu'après ce sera une vidéo qui va durer 1 heure en parlant que cette hospi, il y aura tellement de choses à dire. Donc j'ai été hospitalisée le 23 novembre 2015 et ça s'était fait pendant la période scolaire. Donc la rentrée c'était en septembre 2015 et là en novembre, j'avais même pas fait 2 mois et déjà je rentrais à l'hôpital. Et en fait ma classe a été mise au courant sur le fait que j'étais hospitalisée. Et la seule amie que j'avais, du coup, on a parlé à la prof et ils ont proposé à la classe de m'écrire un petit mot pour me soutenir. Alors là, je n'étais absolument pas au courant jusqu'au jour où en fait ma famille vient me rendre visite, qui me rapporte une enveloppe. Donc j'ai toujours conservé cette enveloppe. Ils m'ont ramené cette enveloppe là. Et dedans il y a un petit mot de chaque élève de la classe et des professeurs. Ça m'avait tellement émue de... Je veux dire, en classe, j'existais pas, j'étais vraiment invisible, j'étais une personne absolument sans aucun intérêt. Personne n'a jamais cherché à me faire ma connaissance, personne n'a jamais cherché à être mon ami. Et du coup, je trouvais ça vraiment surprenant que chaque élève de la classe m'ait fait un petit mot. Pour moi, en fait, ils avaient du temps à perdre pour m'écrire un petit mot et ça m'avait vraiment émue. J'étais vraiment shootée au médoc, j'étais vraiment pendant cette hospitalisation, j'étais maltraitée, j'étais vraiment pas bien et ça, c'était un petit réconfort d'avoir ça et je vais vous montrer d'ailleurs ce qui s'est fait. Donc là, donc voilà l'enveloppe qu'on m'a faite. Ensuite, dedans, donc on a une lettre où dedans, il y a tous les mots des gens de ma classe pour me soutenir. Donc à cette époque-là, j'étais vraiment à fond sur tout ce qui est manga et la K-pop. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des signes asiatiques. Ensuite, on m'a fait bon, comme j'aimais la K-pop, donc la musique coréenne, ils m'ont fait le drapeau de la Corée du Sud et d'un groupe coréen, donc EXO, Infinite et tout ça, et BIP. Et bon voilà, ils ont là cette fois j'étais comprise parce que dans ma classe il y avait des gens qui avaient les mêmes goûts que moi, même si c'était pas mes amis. Mais voilà, donc j'étais comprise dans ce que j'aimais. Là j'ai un dessin, c'est Jeff the Killer. Donc maintenant je vais vous montrer un peu ce qui a été écrit. Par contre, il y a pas mal de choses qui m'ont assez perturbée. C'était lorsqu'ils écrivaient
truc machin t'aime, machin chose t'aime, alors que je sais qu'absolument personne n'est amoureux de moi. Du coup, je sais pas trop comment prendre ces messages. Est-ce que c'est de l'ironie, du sarcasme, c'est sincère, je ne sais pas. Bref, en tout cas, tous ces petits mots partent d'une très bonne intention. Et vous voyez, on a plein de petits mots du genre ton style nous manque, vive le métal, certains me conseillent des mangas. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui était déjà improbable au collège. Après un mois à l'hôpital, j'étais sortie pendant les vacances de Noël de 2015 et donc la rentrée c'était début 2016. Et une fois que j'étais retournée en cours, eh bien je m'attendais à ce que soit content de me revoir parce qu'en vue des mots qu'ils m'ont écrits et tout ça, mais en fait le jour où je suis retournée au lycée, j'étais complètement invisible. C'était comme si j'étais et que je n'étais pas là en fait. Je semblais n'avoir manqué absolument à personne. Et c'est à ce moment-là, quand je suis retournée en cours après cette hospitalisation, où la phobie scolaire a commencé à apparaître. Cette hospitalisation m'avait plus détruite qu'autre chose. Après tout ce que j'y ai subi, ça a aggravé ma peur des autres et surtout envers l'école. Là, avec tout ce que j'avais subi à l'école et tout, là c'était j'avais fait une pause du coup de un mois comme j'étais à l'hôpital et là retourner en fait c'est là je faisais clairement de la phobie scolaire. Ensuite après les psychiatres m'avaient bien confirmé que je souffrais de phobie scolaire. En fait quand j'allais en cours je faisais des crises de panique. En fait ma circulation sanguine je la sentais plus, c'est comme si j'avais des fourmis, vous voyez qu'on a des fourmis dans les mains à voir cette expression là, mais en fait c'est comme si j'avais partout dans mon corps, je sentais plus mon visage, en fait c'est très particulier et j'étais en pleurs, je tremblais, c'était vraiment des crises de panique qui m'effrayaient. J'avais tout le temps la peur des autres, j'arrivais plus à aller en cours. Pendant les cours, j'étais hyper mal, du coup, on m'envoyait chez l'infirmière scolaire, ensuite je vomissais partout. Et l'infirmière scolaire, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me renvoyait à chaque fois chez moi. Elle me disait, dans cet état, tu vas clairement pas rester en cours. Tellement que j'avais peur d'aller en cours, je ne pouvais plus être au milieu des autres élèves et tout ça, et bien, je me cachais aux toilettes et pendant toute l'heure de cours, et bien, je me coupais, je me mutilais dans les toilettes. Se remémorer tout ça, franchement, c'est assez fort. En fait, c'est tout ce que j'ai vécu à ces moments-là, c'est vraiment indescriptible. Il faudrait l'avoir vécu en même temps que moi. Il y aurait tellement de choses, mais qui sont pas possibles à dire. C'est vraiment des ressentis. Je faisais tout le temps des passages chez l'infirmière. À chaque fois, elle appelait mes parents pour venir me récupérer. Et bien, un jour, elle m'a dit, bon, écoute, si tu reviens à l'école dans cet état, et bien cette fois, je n'appellerai plus tes parents, mais j'appellerai les pompiers et ce sera direct l'hôpital. Du coup ça me faisait encore plus peur, j'avais clairement pas envie de revivre une hospitalisation, sachant que cette hospitalisation j'étais sortie sous contrainte parce qu'elle était vraiment invivable. Il y avait plus du tout ma meilleure amie, c'est une histoire assez compliquée, du coup je me retrouvais absolument toute seule. En fait la phobie scolaire, ça a tout son sens en fait, le mot phobie scolaire, c'est une phobie de l'école. C'est au moment où j'allais à l'école, déjà j'avais la boule au ventre, j'allais très très mal, et en fait il y en a qui pourraient croire que le fait que j'avais la boule au ventre ça me fait vomir, mais en fait pas du tout. Le fait que j'étais stressée et que ça me faisait la boule au ventre, au contraire je vomissais pas de ça, c'était vraiment toujours après les repas, donc rien à voir. Je le répète, ça n'a strictement rien à voir, ça a été prouvé. Au moment où c'était l'heure d'aller en cours, des fois je faisais semblant de sortir en retard de chez moi pour faire en sorte que j'arrive trop tard et qu'ils ferment la grille du lycée et que voilà je ne vais pas en cours. Sachant que d'habitude je suis toujours ponctuelle, j'avais jamais de retard, jamais d'absence, mais là je pouvais plus, c'était impossible pour moi de retourner en cours, c'était une peur. Un jour même après l'infirmière, elle en a eu tellement marre qu'elle m'a envoyée donc chez une pédiatre en psychiatrie. Bon après elle m'a dit de continuer juste le suivi avec ma psychiatre parce qu'à ce moment là j'étais suivie du coup en ambulatoire, et la psychiatre qui me suivait à ce moment là, elle me faisait tout le temps des arrêts maladie, comme j'étais pas du tout en état d'aller en cours, à chaque fois elle me faisait des arrêts, voilà, c'était comme ça. En fait elle me faisait des arrêts pendant 1-2 semaines, ensuite quand l'arrêt était fini j'essayais de retourner en cours mais c'était pas possible, la phobie scolaire était beaucoup trop intense, et en plus après on m'a dit aussi que c'était un peu plus que de la phobie scolaire, c'était aussi de la phobie sociale et c'était vraiment compliqué. Donc voilà un aperçu de mon relevé d'absence à l'époque. Désolée, j'ai plus la feuille, du coup c'est une vieille photo que j'avais prise. Donc les motifs c'est toujours hospitalisation, arrêt maladie, retour à domicile, infirmerie, rendez-vous. Donc voilà, quand on mon bulletin, ça c'était à l'infirmerie, à chaque fois que j'y allais parce que je faisais que vomir, crise de panique. Ça c'était une convocation de la part de l'infirmière juste après mon hospitalisation pour qu'elle ait de mes nouvelles.
les autres jeunes de mon âge, ça m'a traumatisée. Parce qu'après, quand je sortais dehors et que je me retrouvais par exemple dans le bus où il y avait des gens qui allaient à l'école, et ben je me mettais à pleurer toute seule et à avoir des crises. Parce que c'était pas possible pour moi d'être avec des autres jeunes de mon âge. Par exemple, quand sur un trottoir, moi je vais dans l'autre trottoir. Voilà, c'est tout ce qui est en lien avec l'école, ça me faisait peur. C'était plus possible pour moi de voir des élèves aller à l'école, d'être avec des élèves de mon âge, de passer devant le collège aussi et le lycée, passer devant les structures scolaires. C'était une peur pour moi, par exemple à la maison. Quand je voyais mon frère et ma soeur faire leurs devoirs, ça provoquait de l'angoisse. En fait, tout ce qui était lié à l'école, et mon cerveau, il n'en pouvait plus et voilà, il a craqué. À l'école, ça me faisait beaucoup trop de mal. Je vous avais dit, j'étais retournée en cours début 2016, puis après en avril 2016, donc j'avais 16 ans, et bien j'ai à nouveau été hospitalisée en psychiatrie, mais cette fois je suis restée beaucoup plus longtemps parce qu'après je suis restée pour toute l'année scolaire. Et c'est là en psychiatrie qu'on m'a dit que je souffrais de phobie scolaire et phobie sociale, et que j'étais beaucoup trop fragile pour retourner en cours. Alors petit à petit, on a essayé avec de la thérapie et tout, de gérer mes troubles. Petit à petit, on a essayé de me réinsérer à une scolarité en ayant des cours à l'hôpital avec des profs bénévoles. Vraiment, on y allait tout doucement à mon rythme. On avait prévu pour moi qu'une fois que je sois stable, j'ai nourri par sonde et tout. Et en fait, les psychiatres, ils attendaient que une fois qu'on ait réglé ce problème des vomissements, une fois que voilà, je sois stable mentalement, que ça va mieux, que j'arrive à avoir une vie sociale normale et tout ça, que je ne retourne pas au lycée, mais que je fasse un soin-études. Donc en fait, un soin-études, c'est l'hôpital et l'école en même temps. Donc en fait, tu as une vraie structure scolaire, donc en fait qui est semblable à un internat. C'est vraiment un internat, mais en même temps, c'est une structure médicale. Et tu as vraiment des cours, des vrais cours qui comptent vraiment, tu passes ton bac et tout. Voilà, c'est l'école et l'hôpital, c'est libre, c'est ce qui était prévu. Mais bon, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette hospitalisation. Je ne l'ai pas fini. Du coup, ce projet de soin-études est tombé à l'eau. Vu que j'avais une maladie physique, c'était assez compliqué d'être dans une structure psychiatrique qui savait pas gérer ça, et en fait voilà, c'est assez compliqué mon histoire. Et du coup l'année de lycée que j'avais eu là, donc de septembre 2015 à 2016 là, et bien ce fut une année blanche. Donc l'année n'avait pas compté parce que j'avais eu du coup un justificatif comme quoi j'étais hospitalisée. Alors comme c'était une année blanche, on m'a refait faire ma seconde. Les psychiatres, ils m'avaient dit que j'étais beaucoup trop fragile et que je devais pas retourner au lycée. Mes parents m'avaient réinscrit, moi j'avais vraiment envie de reprendre une vie normale. Je me suis dit bon, les psychiatres et tout ne sauront pas m'aider, je veux reprendre ma vie en main, je veux voilà refinir ce que j'avais commencé, c'est-à-dire la scolarité. J'avais mon avenir, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, donc finir avec le dessin, donc travailler dans le dessin et tout. Mais en fait bon, déjà physiquement ça n'allait pas du tout, et mentalement aussi c'était sûr que j'allais pas aller très loin avec tout ça. Du coup je refaisais mon année scolaire en ayant 17 ans et je me retrouvais avec des gens de 15 ans. Et là je me retrouvais carrément avec une toute autre, des gens, génération, bon je veux pas dire ça, pas une génération, mais vraiment des gens que je ne connaissais absolument pas. Des gens qui n'ont jamais été dans ma classe et tout ça, donc j'étais encore plus perdue. J'étais toujours du coup très seule et encore plus isolée. Puis j'étais fatiguée physiquement avec les vomissements. C'était moi qui étais une excellente élève, qui avait tout l'avenir devant moi. Je me retrouvais à être trop fatiguée pour travailler, à être trop fatiguée en cours. Je me retrouvais limite à dormir en cours tellement que j'en pouvais plus. J'arrivais même plus à faire des devoirs qu'avant qu'ils étaient tout banals pour moi. Tout devenait très compliqué. Je me souviens qu'un jour, on était en cours, je me suis dit bon allez, reprends-toi en main, tu vas refaire comme avant, participer, donner des réponses. Et en fait moi quand je levais à la main pour donner des réponses, je m'en foutais complètement de donner une mauvaise réponse. Pour moi l'important c'était de participer, d'avoir essayé, justement en faisant des erreurs, on apprend. Sauf qu'un jour en fait j'ai levé la main pour donner une réponse, puis là le prof il m'a dit non mais je rêve, tu sais quoi, saute par le balcon, allez suicide-toi, saute par le balcon. En fait, il fallait donner la réponse d'un calcul qui était assez compliqué. Et moi, j'avais donné du coup un nombre et il m'a dit, sa réponse était « va te suicider ». D'habitude, les profs, ils incitent les élèves à participer, justement à faire en sorte qu'ils ne culpabilisent pas d'avoir fait des erreurs et que ça les empêche pas de participer. Puis là, me dire « va te suicider », ils savaient pas que j'étais suicidaire en fait. Après, il y en a qui disent « ouais, mais qu'on te dit ça, il faut prendre un peu à la légère, t'es trop... tout ce qu'on te dit, ça va te marquer, blablabla ». Mais non, mais c'est compliqué, je veux dire, quand t'es déjà détruite, au bout d'un moment, c'est plus possible en fait. À un moment, j'ai été convoquée chez l'infirmière qui a refait le point un peu sur tout ce qui s'était passé. En fait, ce qu'elle a fait, elle a mis un mot dans mon carnet pour dire à chaque prof de m'aider à rattraper les cours et tout, comme j'avais beaucoup d'absence et que c'était vraiment pas ma faute. Je rappelle que quand je suis retournée au lycée, en vue de mon état, j'y allais très peu. J'y allais une semaine, ensuite j'y allais pas pendant 2 mois, je retournais pour 2-3 jours. Et je crois que je revenais, les gens ils disaient « ouais mais d'où tu ressors toi,
t'es une revenante et tout. Et en fait, les profs, quand je leur ai montré le mot, ils m'ont dit, bah alors là, tu te débrouilles, c'est pas notre problème. Un jour, j'avais appris qu'on devait tous aller voir la CPE pour signer un papier pour une bourse. Donc en fait, les bourses du brevet, il les donnait, s'il y avait une nouvelle règle, il les donnait une année après en fonction de ta scolarité. J'y étais allée en retard parce que j'étais pas au courant, du coup comme j'allais pas en cours, il y avait personne pour m'informer. Et puis là, la CPE m'a dit des choses qui sont restées vraiment marquées. Je viens, je lui dis voilà, c'est pour signer le papier de la bourse, et puis elle me hurle dessus. Elle me dit non mais t'étais pas au courante. Et je lui dis non. Elle me dit mais comment ça personne n'a prévenu, t'as pas d'amis? Je lui dis non, j'ai pas d'amis. Et ensuite elle me dit mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes toi, tu vis dans quelle planète, t'es un extraterrestre pour pas avoir d'amis? Non mais je rêve. Et oui, j'avais pas d'amis, oui, je n'avais personne pour me prévenir de ce qui se passait. Et voilà, j'ai pouvais rien de pas être au courant. La seule personne hormis ma famille qui s'inquiétait à ce moment-là, c'était l'infirmière scolaire. Du coup elle appelait de façon régulière à la maison pour dire comment j'allais. On avait prévu de faire une demande à domicile pour la scolarité à domicile, mais en fait ça s'est jamais fait. Il y avait une raison pourquoi, mais je me souviens plus du tout. Et en fait je voyais que ma scolarité là j'étais en train de la perdre, que c'était foutu. Toutes ces années à être une bonne élève, au final ça a servi à rien parce que voilà, tout est tombé à l'eau et j'avais vraiment peur de finir à la rue, de pas avoir d'avenir. Et ça c'est quelque chose qui me hantait et j'étais tout le temps en train de pleurer. Du coup là j'ai une date, donc bon j'ai pas vraiment dit dans l'ordre, mais ça c'était le 22 novembre. Donc 2016, même pas 2 mois après la rentrée, eh bien j'étais allée voir une conseillère d'orientation. J'avais parlé du fait que voilà, c'était assez compliqué, je savais plus vraiment quoi faire. Elle m'a fait perdre absolument tout espoir. Elle m'a dit tu veux faire le dessin? Non mais c'est mort, laisse tomber le dessin, va t'orienter vers autre chose, ce sera beaucoup trop compliqué. Je me suis dit mais en fait si c'est pas le dessin, ce sera quoi mon avenir? Parce que c'était vraiment ce dont j'avais envie. Et voilà, donc là cette conseillère d'orientation ne m'a absolument pas aidée. Elle m'a dit t'as qu'à changer complètement tes études, oriente-toi vers quelque chose d'autre, va vers le professionnel. Et franchement c'était clairement pas ce que je voulais. Ensuite en novembre j'ai été dans un CIO, c'est un centre d'orientation pour la scolarité. J'étais allée avec mes parents. Et en fait la dame elle était tellement énervante, elle m'a posé encore 1000 fois les mêmes questions que j'entendais toujours. Et elle s'en foutait du fait que j'aille mal, que voilà, que j'ai des phobies, que je vomis et tout. En fait elle commençait à me dire ouais mais tu devrais mieux d'aller travailler. Et elle m'avait dit des choses vraiment qui m'avaient beaucoup énervée. J'en pouvais tellement plus de tout ce qu'elle me disait. Et en fait ils essayaient de m'aider sans prendre en compte mes troubles. Pour eux j'étais juste une personne qui ne veut plus aller à l'école alors que rien à voir. Et ça m'avait tellement énervé que pendant le rendez-vous là au CIO, et je m'étais enfuie. Après mes parents sont restés discuter avec la conseillère qui était là, mais bon ça a servi strictement à rien. Donc en fait ensuite ce qu'on m'a proposé c'est me faire 1 heure de cours par semaine au lycée. Et en fait j'avais 1 semaine pour donner ma réponse. Je sais même plus ce qui s'est passé, mais en tout cas ça ne s'est jamais fait. Et en fait l'école en a eu tellement marre qu'ils ont porté plainte auprès de l'aide sociale à l'enfance. Donc j'ai été considérée comme une enfant en danger. Et ce qui s'est passé c'est que des personnes de l'aide sociale à l'enfance sont venues à la maison. Et à ce moment-là, moi j'étais au courant qu'ils allaient venir et du coup j'ai fugué. J'avais peur qu'ils m'hospitalisent parce qu'en fait à ce moment-là, on me disait que j'allais finir avec une hospitalisation forcée. Et je préférais fuir parce que moi, mon but c'était de me laisser mourir à la maison. Voilà. J'en pouvais plus, j'avais clairement abandonné, j'avais plus aucune raison de vivre. Je voulais même plus me battre et c'était vraiment très compliqué. Ils ont signalé ça au juge des enfants, donc les personnes de l'aide sociale à l'enfance, que ce serait à lui de décider si il m'hospitalise de force ou peut-être éventuellement faire une hospitalisation à la maison. Moi je voulais pas du tout aller à ce rendez-vous avec le juge parce que j'étais sûre qu'il allait m'hospitaliser de force. Mon père c'est assez compliqué, il est assez renfermé mentalement et tout, il a peur de tous ces trucs là, alors il voulait pas non plus y aller. Il y avait vraiment que ma mère qui insistait sur le fait pas pour que j'y aille et moi j'étais pas d'accord. Mon père il s'en foutait, il a dit non laisse tomber, on n'y va pas, ça va nous faire que des problèmes, ils vont nous retirer notre fille et tout ça. Et du coup il a fait un peu peur à ma mère a dit mais si, il faut quand même qu'au moins on y va nous si elle ne veut pas y aller. Et du coup, au final, personne n'est allé à ce rendez-vous. Oui, c'était vraiment une erreur de ne pas être allé. Le juge des enfants voulait juste trouver des solutions. Il y avait soit une hospitalisation sous contrainte, soit me proposer des éducateurs, donc qui seraient tout le temps avec moi. Donc ensuite, ce qui s'est passé, vu qu'on n'a pas été présent au rendez-vous, eh bien le juge des enfants nous a envoyé une autre convocation avec un nouveau rendez-vous. Et sur cette convocation, ils ont bien précisé, si vous ne venez pas au rendez-vous, la prochaine fois ce ne sera pas une convocation, mais la police qui viendra directement à votre domicile. C'est passé après quelque chose d'assez particulier et bizarre. Et donc on a raté le rendez-vous au tribunal.
ça ne s'est pas fait. C'est bon, ils n'ont pas essayé de me recontacter, ils ont clôturé le dossier, ils ont estimé que comme ni moi ni mes parents venaient au rendez-vous, ils ont dit bon, elle est sûrement pas en danger, ils ont laissé tomber. Bon, c'était clairement fini le lycée, je suis plus jamais retournée au lycée et là j'ai été officiellement déscolarisée. Je ne suis plus réinscrite au lycée, ça servait strictement à rien dans l'état dans lequel j'étais. Donc j'ai été déscolarisée, du coup bon. À ce moment-là, j'avais 17 ans, mais bon, j'allais pas vraiment. Alors on peut dire que j'étais déscolarisée à 16 ans. C'était vraiment là où j'avais commencé, que j'avais jamais fini la deuxième année au lycée. J'avais clairement rien fait en fait. Et ensuite, après, pendant des mois et des mois, j'avais tout le temps tous ces flashbacks de l'école qui revenaient sans cesse en tête. Le lycée et tout ça revenait dans mes cauchemars le matin d'avoir l'impression que je vais devoir aller à l'école alors que je me disais non c'est fini, de toute façon tu vas plus à l'école, c'est fini. Et franchement avant c'était une horreur pour moi de me dire voilà je vais être déscolarisée, voilà c'est fini l'école, mais ça s'est fait tellement bizarrement. J'ai la phobie scolaire qui m'empêchait d'y aller, l'hôpital qui a brisé cette routine de l'école et c'était particulier. Plus j'étais isolée, plus j'étais loin de l'école et mieux ça allait mentalement, et je me suis dit bon j'ai pas besoin d'école, c'est pour me faire encore plus de mal. Donc je voulais dire que l'année dernière, en 2019, j'ai essayé de passer mon bac général. Donc je m'étais inscrite en tant que candidat libre. Sauf qu'à ce moment-là, eh bien, j'étais hospitalisée, donc ça s'est pas fait. Surtout que j'avais rien ni personne pour m'aider. C'était impossible pour moi de passer un bac seul comme ça. Il y en a qui me disent c'est jamais trop tard, pourquoi tu prends pas ton bac? Clairement, tout ça, j'ai fait une croix dessus et je suis clairement mieux sans tout ça. C'était bien beau l'école, on nous apprenait plein de choses, mais mis à part lire et écrire, tout ce qu'on m'a enseigné ne m'a absolument servi à rien dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression qu'on nous apprenait pas des choses qu'on devrait apprendre à comprendre, auxquelles on fait face quotidiennement. Par exemple, à aucun cours que j'ai eu, la santé mentale n'a été abordée, alors que pourtant, l'école est l'une des premières causes qui engendrent de l'anxiété quand même. Alors certes, l'école c'est pas un endroit de thérapie, ils sont pas là pour nous apprendre à ne pas être triste, néanmoins on vit quand même en société, dans une école. Alors la moindre des choses c'est de nous apprendre à être sociables, nous apprendre à s'entretenir les uns les autres et surtout à quoi faire lorsqu'on se fait harceler, lorsque ça se passe mal, apprendre aux autres à pas être méchants. Parce que j'avais beau être la bonne élève, celle qui apprend ses leçons à la virgule près, aujourd'hui j'ai réussi à m'en sortir et à survivre chaque jour qu'uniquement grâce à mon vécu personnel de tous les problèmes que j'ai rencontrés, où j'ai dû y faire face absolument toute seule. Personne ne m'a jamais appris à quoi faire lorsque là ça se passait mal, lorsque j'ai été maltraitée. Je pense que rien ne m'a été une plus grande leçon de vie que mon vécu personnel, et c'est pour ça que maintenant j'arrive à survivre chaque jour grâce à tout ce que j'ai pu surmonter seule. Et ces choses-là, du coup, de la vie de tous les jours. Ça ne s'apprend pas dans des bouquins, visiblement, et pas dans des cours non plus. Après, je ne dis pas que l'école ne sert à rien, mais personnellement, là, au jour d'aujourd'hui, ça ne m'a servi à rien, l'école. Alors, je vous ai sorti ici les agendas de toutes mes années scolaires, alors au collège et au lycée. Alors, en 6e, j'avais cet agenda parce que j'adore les chats et les animaux. En 5e, j'avais cet agenda, donc c'est Black Butler de la saison 2. C'est juste mon anime et mon manga préféré. Ensuite, en 4e, j'avais l'agenda de Blue Exorcist, un animé et un manga que j'adore également. J'avais cet agenda, en fait je l'ai pris parce que ici il y avait Shugochara, mais dedans c'est pas que Shugochara, en fait c'est un manga kawaii, donc et ensuite pour mon année de lycée, j'avais cet agenda, donc c'est Black Butler, donc voilà. Je suis actuellement dehors et j'avais vraiment envie de vous montrer mon quotidien, genre comment je faisais pour aller à l'école. Pour aller de chez moi à l'école, il y a à peine 5 minutes à pied, c'est vraiment pas loin. Et ensuite je me souviens ici, je marchais exactement dans cette rue-là. Puis derrière moi, pendant tout le trajet jusqu'à aller à l'école, il y avait une bande de filles derrière moi qui se moquaient de mon pantalon et de la façon dont je m'habillais. Là on va refaire le trajet que je prenais pour aller à l'école. Et ensuite,
Je passais tout le temps dans cette forêt. Franchement, ça provoque des sensations assez particulières de tous les jours marcher dans cette ruelle. Le matin très tôt, quand il faisait encore nuit, aller à l'école seule, dans cette forêt, dans le noir, dans la pluie, dans la neige. Et franchement, ça fait vraiment des années que je suis pas venue ici, alors que pourtant c'est juste à côté de chez moi, tout simplement, car ça me rappelle juste mon passé et c'est vraiment douloureux. Alors ça, cette colline, je l'empruntais beaucoup. Franchement, quand on était petit, monter dans cette colline, ça semblait tellement waouh, extraordinaire, alors qu'en fait, elle est pas si grande que ça. En primaire, c'était mon père qui me ramenait, qui me cherchait de l'école. Je prenais soit le chemin là-bas, ou soit ce chemin ici. Alors, je prenais rarement le chemin là-bas, tout simplement car c'est la rue que tout le monde prenait. Et ça, en fait, c'est plus rapide que celui-là. Attendez, bon, moi, je vais prendre le chemin habituel, c'était celui-là. D'ailleurs, vous savez, exactement là-bas, j'avais trouvé une corneille qui était blessé, et c'est là-bas en revenant de l'école que je l'avais trouvé, je l'avais pris et ensuite comme il était blessé je l'ai donné à une association qui l'a soigné. Bon bref, du coup là on descend la colline et maintenant je vais vous montrer mon école, l'endroit scolaire. Là vous voyez la rue elle était tout le temps blindée de monde, là ça vient de partout, de par là, de là-bas. Donc en fait ce qui est bien c'est que moi j'avais vraiment tout à côté, donc là je suis à même pas 5 minutes de l'école et j'ai le collège qui est collé au lycée et juste en face il y a la primaire et derrière la primaire il y a la maternelle. Donc voilà les grilles de mon collège. D'ailleurs les grilles n'étaient pas aussi hautes. Voilà, donc ça c'est ma primaire. C'est là où j'ai vécu tout ce que je vous ai raconté. Donc là, vous voyez, c'est juste en face. Là on a la primaire et là on a le collège. Il y a tellement de souvenirs là qui reviennent. Et voilà maintenant le lycée. C'est un lycée général et technologique. Ouais, avant on pouvait voir la cour ici, mais ils ont mis des... Maintenant on peut plus voir la cour. Ça a beaucoup changé. Et ensuite la maternelle, en fait, il faut faire le détour comme ça, passer par derrière et elle est juste derrière la primaire. Depuis la cour de la primaire, on peut voir la cour de la maternelle. Vous voyez, c'est vraiment un site scolaire où tout est à côté. Voilà, c'est un peu toujours la même routine pour aller à l'école. Bon, j'ai pas envie d'aller jusqu'à ma maternelle. C'est déjà beaucoup le fait que je suis arrivée jusque là. C'est comme si j'en avais pas vraiment fini avec ça.